Le blizzard hurlait à travers les portes infères du manoir Blackmore, profondément dans la nature sauvage du Vermont, où l'argent achetait le silence et la miséricorde était une langue étrangère. La nuit tombait vite ici, assez froid pour geler la pensée elle-même. À l'intérieur, une assistante médicale se déplaçait silencieusement entre les lits d'hôpital, changeant les pansements, administrant de la morphine, essuyant le sang de ses manches avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois auparavant. Personne ne faisait attention à ses yeux, calme au point d'être contre nature. Elle était invisible, juste une autre travailleuse sous-payée dans l'empire secret de Kai Sterling. Puis des coupes de feu crépitèrent à travers la tempête, les lumières vacillèrent et s'éteignirent. Le manoir était violé. Des hommes armés se déversèrent à travers l'obscurité, chassant le boss de la mafia qui régnait sur la côte est. Ils poussèrent la fille tremblante de côté sans un second regard. Personne ne savait que Sable Mercer avait autrefois été Night Wren, une arme forgée dans le sang par le Covenant, avant qu'elle ne soit assez âgée pour comprendre ce que tuer signifiait. Pas avant que le premier coup de feu ne retentisse à travers le silence blanc et que le chasseur ne devienne le chassé. Si cette histoire vous satisfait, appuyez sur le bouton « J'aime » pour que je sache que vous en voulez plus. Partagez-la avec quelqu'un qui aime les contes sombres et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite. Maintenant, revenons 24 heures avant que le premier coup satisfaisant ne soit tiré. 24 heures avant que le premier coup de feu ne retentisse, le manoir Blackmore gisait toujours en silence sous la pâle lumière de l'hiver. La neige recouvrait la forêt environnante du Vermont, transformant le domaine en une forteresse isolée au milieu d'une nature sauvage indomptée. De l'extérieur, cela ressemblait à rien de plus qu'un refuge privé pour l'élite, avec des murs en pierre grise, des toits en tuiles noires et des clôtures en fer s'élevant plus haut que la tête d'un homme. Mais à l'intérieur de ces murs existait un autre monde, un où le sang et les secrets étaient cachés aussi soigneusement que des blessures qui n'avaient pas guéri. Sable Mercer poussa la porte arrière de l'aile médicale et entra pour son quart de travail à 18h sous, comme elle le faisait chaque jour. Elle portait un uniforme d'infirmière bleu pâle, des cheveux bruns soigneusement attachés à la nuque. Pas de maquillage, pas de bijoux, rien qui ferait que quelqu'un la regarderait 2 fois. 3 mois de travail ici lui avaient appris une leçon essentielle. Plus vous étiez invisible, plus vous deveniez en sécurité. Marine Volkov, l'infirmière chef de nuit, se tenait au bureau d'accueil examinant les dossiers des patients. La femme russe leva les yeux quand elle vit Sable et lui fit un bref signe de tête. Alors, comme toujours. Sable ne répondit pas. Elle prit le tableau des affectations et commença son travail. L'unité médicale du manoir Blackmore avait 12 lits répartis en 3 chambres. Pour le moment, 4 patients étaient sous surveillance. La chambre 1 abritait Callahan Reed, 25 ans, un jeune garde du corps qui avait reçu une balle à l'épaule lors d'une tentative d'assassinat ratée sur son patron 2 semaines plus tôt. La blessure guérissait, mais il nécessitait toujours une surveillance pour infection. La chambre 2 était Lana Tran, 23 ans, la fille d'un allié commercial, blessée dans un accident de voiture et se remettant d'une chirurgie interne. Elle souriait souvent et aimait parler, complètement inconsciente de ce dans quoi son père était réellement impliqué. La chambre 3 abritait Cornelius, 60 ans, le chef comptable de l'Empire Sterling, traité pour des complications de diabète. Le vieil homme parlait peu, lisait toujours des livres et ne demandait jamais pourquoi il était hospitalisé dans un lieu secret au lieu d'un hôpital ordinaire. Sable commença par Callahan. Elle examina la blessure, changea le pansement et enregistra les signes vitaux avec une précision mécanique. Cal tenta d'engager la conversation comme il le faisait toujours. « Tu as meilleure mine aujourd'hui, Sable. » Elle ne leva pas les yeux. « Je ressemble à la même chaque jour. » Cal rit doucement. « C'est ça le problème. Tu as toujours l'air de vouloir disparaître. » Sable ne répondit pas. Elle termina sa tâche et passa à la chambre suivante. Lana regardait un film sur sa tablette quand Sable entra.
La jeune femme éteignit immédiatement l'écran comme si elle avait été prise en flagrant délit de faire quelque chose de mal. Sœur Sable, je regardais un film romantique. Ne le dis pas au Dr. Crane, il a dit « J'ai besoin de repos ». Sable vérifia la ligne intraveineuse et ajusta le débit de goutte à goutte. « Je me fiche de ce que tu regardes. » Lana la regarda longuement. « Tu souris jamais? » Sable fit une pause d'1 seconde, puis continua son travail. « Pas souvent. » Quand elle quitta la chambre de Lana, le Dr. Aldous Crane descendait les escaliers de l'étage supérieur. C'était un homme de 52 ans aux cheveux argentés et aux yeux fatigués de quelqu'un qui avait vu trop de blessures qui ne pouvaient être guéries. Il était le médecin personnel de Kai Sterling, le seul autorisé à toucher le boss. « Sable », appela-t-il, « préparez de la morphine et des antibiotiques supplémentaires. Nous pourrions en avoir besoin ce soir. » Elle hocha la tête et se dirigea vers la salle des fournitures. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle ne demanda pas pour qui. Dans cet endroit, les questions étaient un luxe que les gens comme elle n'avaient pas le droit de s'offrir. Elle travaillait simplement, gardait la tête baissée et essayait d'oublier que les mains changeant des pansements pour d'autres avaient autrefois été entraînées à tuer. La salle des fournitures se trouvait au bout du couloir, un petit espace aux murs blancs et aux armoires vitrées verrouillées. Sable déverrouilla la porte avec sa carte-clé, entra et la referma derrière elle. Dans ce bref moment seul, elle se permit de ralentir sa respiration. Ses mains reposaient contre le verre de l'armoire à médicaments, et elle regarda ses doigts minces. C'étaient les mêmes doigts qui avaient pressé une gâchette pour la première fois quand elle n'avait que 12 ans. Les souvenirs affluèrent comme une marée imparable. Une salle d'entraînement sans fenêtre appartenant au Covenant, enfouie profondément sous terre dans un endroit dont elle ne connaissait toujours pas l'emplacement exact. L'odeur de poudre à canon, de sueur et de peur mêlée à une odeur qu'elle ne pourrait jamais oublier. Son instructeur, un homme sans vrai nom connu seulement comme le maître, avait placé l'arme dans ses mains et parlé d'une voix aussi froide que la glace. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une enfant. Tu es une arme, et les armes n'ont pas d'émotion. » Elle l'avait cru. Pendant 10 ans après cela, elle avait cru chaque mot qu'il disait. Le Covenant n'était pas une organisation criminelle ordinaire. C'était des marchands de mort au plus haut niveau, spécialisés dans la transformation d'orphelins en instruments de meurtre parfaits. Ils appelaient les enfants des oiseaux, donnaient à chacun un nom de code basé sur une espèce, et les entraînaient jusqu'à ce que l'instinct humain soit complètement remplacé par l'instinct de chasse. Sable fut nommée Night Wren, un oiseau qui chantait dans l'obscurité parce qu'elle était petite, silencieuse et la plus mortelle quand la nuit tombait. Avant l'âge de 20 ans, elle avait accompli 23 missions, 23 vies, 23 dossiers propres qui ne laissaient aucune trace. Elle était l'un des meilleurs oiseaux que The Covenant ait jamais créé jusqu'à la 24e mission. Elle ferma les yeux, essayant de repousser l'image, mais elle restait douloureusement claire. Une petite maison dans la banlieue de Boston, la cible était un homme qui avait trahi l'organisation avec toute sa famille, de sorte qu'aucun témoin ne resterait. Elle se tenait devant la fenêtre à 2 heures du matin, arme à la main, prête à agir. Puis elle entendit des pleurs, le cri d'un nouveau-né. Elle regarda à travers la fente des rideaux et vit une femme allaiter son enfant, apaisant le nourrisson avec une douce berceuse. Le bébé ne devait pas avoir plus de 6 mois, et à ce moment-là, quelque chose en Sable se brisa. Elle ne put appuyer sur la gâchette. Pour la première fois en 10 ans, elle ne put terminer la mission. Le maître arriva le lendemain matin, furieux au point que son visage était devenu pâle. « Finis le travail, ordonna-t-il, ou tu deviens la cible. » Sable le regarda. L'homme qui l'avait élevée, entraînée, transformée en ce qu'elle était. Puis elle leva l'arme et tira, non pas sur la famille innocente, mais sur lui. Elle s'enfuit cette nuit-là même, brûla tout ce qui était lié à Night Wren, changea son identité, disparut. Pendant 5 ans, elle avait vécu comme un fantôme,
changeant de ville tous les 6 mois, occupant des emplois médicaux de bas niveau que personne ne prenait la peine de remarquer. Elle sauva des vies pour expier. Même en sachant que ce ne serait jamais suffisant, Sable ouvrit les yeux et se ramena au présent. Elle était au manoir Blackmore, en sécurité pour l'instant. Pourtant, même debout dans cette petite salle des fournitures, les vieilles habitudes refusaient de la lâcher. Ses yeux balayèrent automatiquement l'espace. Une porte, une petite fenêtre au-dessus de l'armoire, assez grande pour s'y glisser si nécessaire. Une caméra dans le coin du plafond, pointée vers l'entrée principale. La distance de là où elle se tenait à la porte était de 4 pas. À la fenêtre. 6. Si quelque chose se produisait, elle ferait basculer l'armoire comme barrière, briserait la fenêtre et s'échapperait sur le toit derrière le bâtiment. Elle se détestait pour ses pensées, détestait qu'après 5 ans d'efforts, elle ne puisse toujours pas s'empêcher de calculer des itinéraires d'évasion dans chaque pièce où elle entrait, ne puisse toujours pas s'asseoir le dos à une porte, ne puisse toujours pas regarder quelqu'un sans évaluer automatiquement s'il était une menace. Le Covenant l'avait trop bien faite, et peut-être que peu importe à quelle distance elle courait, l'oiseau de nuit en elle ne mourrait jamais vraiment. Elle secoua la tête et se força à se concentrer sur son travail. Morphine, antibiotique. C'est ce dont le Dr. Crane avait besoin. Elle ouvrit l'armoire et commença à les préparer, essayant de ne penser à rien d'autre qu'à la tâche devant elle. Mais au plus profond de son subconscient, un sentiment de malaise commença à s'agiter. Elle ne savait pas pourquoi. Elle savait seulement qu'elle avait appris à faire confiance à ses instincts, et ses instincts ne s'étaient jamais trompés. Sable venait de sortir de la salle des fournitures avec le plateau dans les mains quand l'air du couloir changea brusquement. Elle le sentit avant de voir quoi que ce soit. Une tension invisible se répandant comme un courant électrique, faisant redresser instinctivement le dos de tout le monde autour d'elle, devenir plus silencieux, baisser la tête. Puis elle entendit des pas. Non pas les pas pressés du personnel médical ou les lourdes bottes des gardes du corps. C'étaient des pas lents, mesurés, confiants au point d'être arrogants. Les pas de quelqu'un qui savait que le monde entier s'arrêterait et l'attendrait. Kai Sterling descendit l'escalier de l'étage supérieur, et pour la première fois, Sable vit le chef de l'Empire Sterling en chair et en os. En 3 mois de travail au manoir Blackmore, elle ne l'avait connu que par des conversations chuchotées entre le personnel, par les regards effrayés dans les yeux des gardes chaque fois que son nom était prononcé, par la façon dont tout le monde dans le domaine vivait et respirait selon un rythme qu'il dictait. Elle ne l'avait jamais vu directement jusqu'à présent. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, au moins 1,85 m, avec la carrure solide d'un homme habitué à la violence, même si le costume noir parfaitement taillé essayait de le dissimuler. Ses cheveux foncés étaient légèrement longs et peignés en arrière, révélant un visage anguleux, avec une mâchoire affûtée comme une lame, et des yeux gris acier si froids. Sable sentit comme si la température dans le couloir avait baissé de quelques degrés. Son épaule gauche était fortement bandée sous sa chemise. Un vestige de la tentative d'assassinat ratée 2 semaines plus tôt, dont tout le monde souterrain de la côte Est murmurait, et pourtant, même blessé, il se déplaçait comme un prédateur, chaque pas rayonnant un contrôle absolu. Marchant à côté de lui se trouvait Beckett Shaw, chef de la sécurité, un homme de 34 ans au visage vide et sans émotion, et aux yeux qui ne cessaient de balayer chaque recoin. Derrière eux se trouvait le Dr. Aldous Crane, son expression tendue comme s'il venait de perdre un argument dont il savait qu'il avait raison. Sable recula instinctivement vers le mur, baissa la tête, se fit plus petite, comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. Invisible. Elle avait besoin d'être invisible. Mais même les yeux rivés au sol, elle observait. Les habitudes ancrées en elle par le Covenant ne permettaient pas le contraire. Elle remarqua comment Kai Sterling déplaçait légèrement son poids vers la droite pour compenser la blessure à son épaule gauche. Ouais, c'est ma beau gauche.
Pas assez pour qu'une personne ordinaire le remarque. Elle remarqua l'arme dissimulée sous le côté droit de sa veste et une autre à sa cheville gauche si elle ne se trompait pas. Elle remarqua la façon dont son regard balayait tout le monde dans le couloir, non pas en regardant, mais en évaluant, en classifiant, en classant les niveaux de menace exactement comme elle le faisait, et puis ses yeux gris acier s'arrêtèrent sur elle juste une seconde, peut-être moins d'une seconde. Mais dans ce bref instant, Sable sentit comme s'il voyait à travers l'enveloppe d'infirmière qu'elle avait tant travaillé à construire, regardant directement l'oiseau de nuit caché à l'intérieur. Son cœur battait plus vite, non pas de peur, mais parce que son instinct de survie criait que cet homme était dangereux, plus dangereux que quiconque elle n'avait jamais rencontré. Dangereux d'une manière qu'elle ne comprenait que trop bien, parce qu'elle-même avait autrefois été ce genre de danger. Puis il passa, et le moment se termina. Kai Sterling se dirigea vers la chambre de Callahan Reed. Beckett et le Dr. Crane suivaient de près. Sable resta immobile, le dos contre le mur, se forçant à stabiliser sa respiration légèrement rapide. Elle se dit qu'il n'avait rien remarqué. Il l'avait regardé comme il regardait n'importe quel membre du personnel. Évalué et ignoré, elle n'était qu'un numéro sur la liste de paye, un nom sur une liste d'employés, rien de plus. Mais au fond, elle savait qu'elle se mentait. Ce regard n'était pas le regard de quelqu'un qui ignorait. C'était le regard de quelqu'un qui enregistrait et stockait des informations pour une utilisation ultérieure. Elle avait vu ce regard auparavant dans le miroir chaque jour pendant 10 ans au Covenant. Sable resserra sa prise sur le plateau et continua de marcher. Elle avait du travail à faire, assu. Et qui que soit Kai Sterling, aussi dangereux soit-il, elle n'avait aucune intention de laisser quiconque voir autre chose qu'une infirmière ordinaire, ennuyeuse, complètement inoffensive. Sable attendit quelques minutes de plus avant d'entrer dans la chambre de Callahan. Elle devait vérifier sa blessure, et même avec Kai Sterling à l'intérieur, le travail restait le travail. Elle ne pouvait pas continuer à l'éviter sans éveiller les soupçons. Elle frappa légèrement et entra, la tête baissée, les épaules rentrées, chaque élément de son langage corporel disant qu'elle n'était qu'une employée de bas niveau, ne valant pas la peine d'être remarquée. Kai Sterling se tenait à côté du lit, écoutant le Dr. Crane faire son rapport sur la récupération de Callahan. Beckett Shaw gardait le coin de la pièce, ses yeux perçants jetant un coup d'œil à Sable, puis retournant à sa montre. Callahan parla le premier. « Patron, voici Sable, l'infirmière qui s'occupe de moi depuis 2 semaines. Elle change les pansements plus délicatement que n'importe qui d'autre ici. » Sable voulut lui couvrir la bouche. Elle n'avait pas besoin d'une introduction. Elle n'avait pas besoin d'attention, mais il était trop tard. Kai Sterling se retourna, et cette fois il la regarda vraiment, pas le bref coup d'œil du couloir. C'était une évaluation de la tête aux pieds, lente et suffisamment approfondie pour que Sable se sente comme si elle était dépouillée couche par couche. Elle garda les yeux sur le sol, compta ses respirations, se força à rester immobile. « Vous êtes nouvelle. » Sa voix était basse, sans émotion, une affirmation plutôt qu'une question. « Oui, monsieur. » « 3 mois, répondit Sable, douce et égale. « Vos antécédents sont propres, continua Kai sur le même ton monocorde, si propres qu'ils n'existent presque pas. Pas de famille, pas d'adresse permanente, pas d'historique de travail avant les 2 dernières années. » Le cœur de Sable s'accéléra, mais elle ne le laissa pas paraître. Elle s'était préparée à cela, avait pratiqué la réponse des centaines de fois. « J'ai grandi dans un orphelinat, monsieur. Je n'ai pas de famille à contacter. Je déménage souvent parce que le travail médical est généralement sous contrat à court terme. » Kai fut silencieux un instant, et ce silence pesa plus lourd que toute accusation. Puis il hocha la tête brièvement comme s'il décidait d'accepter sa réponse pour l'instant. « Vous faites du bon travail, dit Aldis. Vous êtes prudente et fiable. Merci, monsieur. Mais rappelez-vous ceci, Kai s'approcha, et Sable utilisa chaque once de volonté pour ne pas reculer. Il était près de 20 centimètres plus grand qu'elle,
Et à cette distance, elle pouvait sentir un parfum coûteux mêlé à quelque chose de plus dangereux, l'odeur du pouvoir et de la violence retenue. Ici, la loyauté est tout, parla-t-il lentement, chaque mot gravé comme dans la pierre. Et la trahison n'a qu'un prix. Je comprends, monsieur. Bien. Il se détourna comme si elle était devenue invisible à cet instant. Beckett, allons-y. Ils quittèrent la pièce, laissant Sable debout là, avec le plateau dans les mains, et son cœur battant comme un tambour de guerre. Callahan laissa échapper un souffle. Il ne parle pas beaucoup au personnel d'habitude. On dirait que tu as attiré son attention, Sable. Ce n'est pas une bonne chose, pensa-t-elle, mais ne le dites pas à voix haute. Elle se déplaça vers le lit et commença à vérifier la blessure de Callahan, ses mains fermes même si le trouble agitait son intérieur. Kai Sterling l'avait remarqué. Il avait questionné son passé. Il l'avait regardé avec les yeux d'un homme qui ne faisait confiance à personne. Elle devait être plus prudente, plus invisible. Ou peut-être qu'elle devait commencer à penser à partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fond, elle savait qu'il était trop tard à partir du moment où ses yeux gris acier s'étaient arrêtés sur elle. Kai Sterling n'était pas le genre d'homme à ignorer ce qu'il ne comprenait pas. Et Sable Mercer avait bien trop de choses qui ne pouvaient être expliquées. 3 heures après sa rencontre avec Kai Sterling, Sable changeait les draps dans une chambre de patient vide quand elle commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. Le premier signe fut la radio. En passant devant le bureau de sécurité, elle entendit le son de parasites mêlés à des fragments de conversation hachés. Normalement, le système de communication du manoir Blackmore fonctionnait parfaitement, équipé de fréquences privées et d'un chiffrement coûteux. Aujourd'hui, cependant, les interférences crépitantes ne cessaient de couper, et elle vit un garde froncer les sourcils en ajustant son équipement avec irritation. Elle ne s'arrêta pas et ne montra aucun intérêt, continua simplement de marcher comme si elle n'avait rien entendu. Mais l'information avait été enregistrée. La deuxième irrégularité survint environ 1 heure plus tard. Sable était dans la salle des fournitures pour vérifier l'inventaire quand elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit l'équipe de patrouille à l'extérieur changer de corps. Elle vérifia l'horloge murale. Il n'était que 22 heures. Les corps de travail standard ici tournaient toutes les 4 heures et l'équipe précédente avait pris son service à 18 heures. Il changeait de corps 2 heures plus tôt. Pourquoi? Elle regarda de plus près à travers la petite vitre. La nouvelle patrouille n'était pas composée des visages qu'elle voyait habituellement la nuit. Ils portaient des armes plus lourdes que la normale, et leur façon de se déplacer était plus tendue, plus alerte, comme s'ils s'attendaient à une attaque plutôt que d'effectuer une patrouille de routine. Sable retourna à son travail, mais son esprit s'emballait. Elle avait survécu 5 ans en remarquant de petits détails que d'autres ignoraient, et les petits détails lui disaient que quelque chose n'allait pas du tout. Le troisième signe survint lorsqu'elle alla à la cuisine chercher les plateaux de dîner pour les patients. Le cuisinier, un homme d'âge moyen nommé Garrett, grognait à son assistant. Le camion de ravitaillement n'est pas venu 2e fois cette semaine. Ils disent que c'est le mauvais temps, mais j'ai regardé dehors et il n'y a pas de tempête. Sable prit le plateau et s'éloigna sans commentaire, mais elle savait qu'il avait raison. Elle avait regardé par les fenêtres toute la journée. Il faisait froid avec une légère neige, mais rien d'assez grave pour arrêter un camion sur une route de montagne. Quelqu'un mentait. La question était pourquoi. Elle livra le dîner à Cornelius en premier. Le vieil homme était absorbé par un épais livre d'histoire romaine et ne leva même pas les yeux quand elle posa le plateau. Puis Lana, toujours aussi joyeuse, bavardant sur le film qu'elle venait de finir de regarder. Enfin, Callahan, le jeune homme la regarda différemment que d'habitude. « As-tu remarqué quelque chose d'étrange? » demanda-t-il doucement. Sable posa le plateau sur la table à côté de son lit. « Étrange comment? »« Tendu? » répondit-il. « Tout le monde est tendu. Beckett a vérifié ma chambre 3 fois au cours des 2 dernières heures. Il n'a jamais fait ça avant. » Sable ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Callahan, un jeune homme de 25 ans, avec une blessure pas encore guérie
et les yeux clairs de quelqu'un qui n'avait jamais eu à se battre seul pour survivre. Il était plus perspicace qu'elle ne l'avait pensé. « Je ne sais pas, dit-elle finalement, mais si quelque chose arrive, reste dans ta chambre. Ne sors pour aucune raison. » Callahan leva un sourcil. « Tu sais quelque chose? »« Je ne sais rien, » répondit Sable d'un ton égal. « Je suis juste prudente. » Elle quitta la chambre de Callahan et se dirigea vers la fenêtre au bout du couloir. Dehors, le ciel était devenu d'un gris lourd, et la neige tombait plus épaisse maintenant. Le vent se levait, secouant les branches nues de la forêt entourant le manoir. Elle resta là longtemps, observant, non pas en admirant la vue, mais en mémorisant le terrain. La distance du manoir à la première ligne d'arbres était d'environ 50 mètres. L'allée principale se trouvait à l'est, serpentant à travers la forêt sur environ 3 kilomètres avant de rejoindre l'autoroute. Le portail en fer principal était gardé 24 heures sur 24. Il y avait une sortie secondaire derrière la cuisine menant à la zone du générateur. Elle détestait ce qu'elle faisait, détestait que son esprit passe automatiquement en mode d'évaluation tactique au premier signe de danger, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Le Covenant l'avait trop bien entraînée et ce soir, pour la première fois depuis son arrivée au manoir Blackmore il y a 3 mois, Sable Mercer commença à penser à ce qu'elle ferait si tout s'écroulait. Sable était toujours debout près de la fenêtre quand des pas retentirent derrière elle. Elle ne se retourna pas, reconnaissant déjà le visiteur au rythme régulier et lourd des bottes militaires. Beckett Shaw s'arrêta à quelques pas, et dans le faible reflet sur la vitre, elle vit que lui aussi regardait dehors. « La tempête arrive ce soir, dit-il, sa voix basse et hachée comme toujours. La météo dit qu'elle sera forte. » Sable fit un léger signe de tête, mais ne répondit pas. Elle attendit, sachant qu'il n'était pas venu juste pour parler du temps. Beckett Shaw n'était pas un homme qui gaspillait ses mots. Le silence s'étira encore quelques secondes avant qu'il ne continue. « Ce soir, ne quittez pas l'aile médicale. » Sable se tourna pour lui faire face pour la première fois. Beckett Shaw, 34 ans, ancien des forces spéciales, un visage dur comme la pierre avec une légère cicatrice allant de sa tempe à sa joue gauche. Ses yeux étaient perçants et ne cessaient d'observer comme ceux d'un animal de chasse, toujours en alerte. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, son ton léger et légèrement curieux, comme le ferait un membre du personnel ordinaire. « Rien, répondit-il rapidement. Juste des précautions. Une grosse tempête peut causer des problèmes. Panne de courant, route bloquée, des choses comme ça. » Sable savait qu'il mentait, pas entièrement, mais cachant la majeure partie de la vérité. Elle avait vu comment il avait vérifié son téléphone constamment toute la journée, comment les patrouilles avaient été renforcées, comment l'air à l'intérieur du manoir était tendu comme un fil sur le point de se rompre. « Je comprends, » dit-elle, sans le presser. « Je resterai dans l'aile médicale. » Beckett hocha la tête, mais il ne partit pas tout de suite. Au lieu de cela, il la regarda longuement, son regard comme s'il essayait de lire quelque chose sur son visage. « Vous travaillez ici depuis 3 mois, » dit-il lentement. « Aldis dit que vous êtes bonne pour les boudins. Vous ne posez pas beaucoup de questions. » Sable ne réagit pas, attendit simplement. Ce sont de bonnes qualités dans un endroit comme celui-ci. Beckett continua. « Mais ce soir, si quelque chose arrive, restez où vous êtes et ne faites rien. N'essayez pas d'être une héroïne. N'essayez pas d'aider. Gardez simplement le patient en sécurité et attendez. Comprenez-vous? » « Je comprends, » répondit Sable, et elle le fit vraiment. Bien plus que Beckett ne le réalisait, il se préparait à une attaque, pas certain qu'elle viendrait, mais suffisamment préoccupé pour avertir même le personnel médical. Cela signifiait que la menace était plus sérieuse qu'elle ne l'avait pensé. « Bien? » Beckett se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Une dernière chose, » Sable attendit. « Le boss a posé des questions sur vous, » dit-il, sa voix plus basse maintenant. « Sur vos antécédents. Cela n'arrive pas d'habitude. Il ne fait normalement pas attention au personnel de bas niveau. »« Devrais-je m'inquiéter? » demanda Sable calmement. Beckett la regarda longuement. « Je ne sais pas, mais si j'étais vous,
J'essaierai de ne pas attirer davantage l'attention. Il s'éloigna, disparaissant dans l'obscurité du couloir, laissant Sable seule avec le poids de ses pensées. Elle se retourna vers la fenêtre. La neige était plus dense maintenant, et le vent hurlait comme le cri d'un animal blessé. Quelque part là-bas dans l'obscurité, quelque chose arrivait. Et Sable Mercer, peu importe à quel point elle essayait d'être ordinaire, savait qu'elle ne pouvait pas simplement rester immobile et attendre. Non pas parce qu'elle voulait être une héroïne, mais parce qu'après 5 ans de fuite, les instincts de Night Wren n'étaient jamais vraiment partis se coucher. Le blizzard frappa le manoir Blackmore à 22 heures comme une bête sauvage enragée. 1 heure plus tôt, la neige tombait encore doucement, le vent soufflant juste assez fort pour agiter les branches, mais comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur invisible, tout changea en un instant. Le vent commença à hurler à une vitesse terrifiante, projetant des vagues de neige contre les fenêtres comme s'il essayait de les briser. La température extérieure chuta à moins de 20 degrés et continua de baisser. La visibilité se réduisit à moins de 10 mètres, transformant la forêt du Vermont, entourant le manoir en un rideau blanc impénétrable. Sable se tenait près de la fenêtre du poste de soins, fixant le chaos de la nuit dehors. Elle n'avait pas vu une tempête de neige aussi violente, du moins pas en les 3 mois qu'elle était ici. Le manoir tremblait faiblement à chaque rafale puissante, et le son du vent hurlant ressemblait aux cris de milliers d'âmes tourmentées. Les lumières du couloir vacillèrent 1 fois, puis 2 fois, avant de se stabiliser à nouveau. Générateur de secours. Sable réalisa immédiatement que la ligne électrique principale avait été coupée, probablement par des arbres tombés ou des câbles sectionnés pendant la tempête. Le manoir Blackmore fonctionnait maintenant entièrement sur l'alimentation de secours. Marin Volkov se précipita dans le couloir, son visage tendu. « Nous avons perdu le contact avec l'extérieur », dit-elle vivement en passant devant Sable. « Les téléphones n'ont pas de signal. La radio n'est que des parasites. Nous sommes complètement isolés. » Sable hocha la tête, ne montrant aucune surprise. Elle s'y était attendue dès qu'elle avait vu les nuages sombres arriver. Les blizzards de montagne au Vermont pouvaient couper toutes les communications pendant des heures, parfois des jours. Mais le timing était trop pratique, trop parfait pour quiconque voulait frapper sans interférence extérieure. Elle quitta la fenêtre et alla vérifier les patients. Lana était endormie, son visage paisible, comme si la tempête dehors n'était rien de plus qu'un conte de fées. Cornelius lisait toujours sous sa lampe de chevet, indifférent au vent hurlant au-delà des murs. Callahan, cependant, était différent. Le jeune homme était assis appuyé contre ses oreillers, les yeux grands ouverts, serrant un téléphone qui n'avait plus de service. « Tu entends ça ?» demanda-t-il en entrant. « Entendre quoi? Quelque chose dehors? » Pas le vent. Sable s'arrêta et écouta. Au début, elle n'entendit que la tempête, la neige frappant le verre, le vin hurlant à travers les fissures. Puis, tissée dans le chaos, elle capta un autre son. Un moteur très lointain, presque englouti par le blizzard, mais unmistakable. Des véhicules, peut-être plus d'un. Se dirigeant vers le manoir et là où aucune personne censée ne conduirait, elle se tourna vers la salle des fournitures. Callahan l'appela. « Où vas-tu? » « Vérifier l'inventaire, » répondit-elle sans se retourner. « Allonge-toi et repose-toi. » Dans la salle des fournitures, Sable ferma la porte et resta immobile dans l'obscurité un instant. Elle n'alluma pas la lumière, laissant ses yeux s'adapter à la faible lueur filtrant à travers la petite fenêtre. Dehors, à travers l'épais rideau de neige, elle vit des faisceaux de lampes de poche se déplacer près du portail principal. Les patrouilles renforçaient leur position. Beckett se préparait à quelque chose, et le moteur qu'elle avait entendu n'était pas son imagination. Sable ouvrit un tiroir médical, sortit un scalpel et le glissa dans sa manche. Elle se détestait pour ça. Détestait qu'après 5 ans à essayer d'être ordinaire, sa première réponse au danger était toujours de trouver une arme.
Mais elle ne pouvait faire autrement. Pas ce soir. Le blizzard dehors rugissait encore plus violemment, comme si la nature elle-même essayait d'avertir de ce qui allait arriver. Le manoir Blackmore était complètement coupé, coupé du monde extérieur sans aide, sans échappatoire. Personne ne saurait si quelque chose se passait ici ce soir. Et Sable Mercer, la petite infirmière invisible à laquelle personne ne faisait attention, se tenait dans l'ombre avec un scalpel caché dans sa manche et les instincts d'une tueuse s'éveillant lentement. À 23 heures, l'équipe de patrouille Nord ne se présenta pas à l'heure, et Sable le savait parce qu'elle se tenait près du bureau de sécurité, faisant semblant d'inspecter un extincteur dans le couloir tandis que ses oreilles absorbaient chaque son s'échappant de l'intérieur. La voix de Beckett Shaw coupa à travers la porte légèrement ouverte, tendue comme un fil tiré. Alpha 2 rapport. Des parasites répondirent. Alpha 2 répondait « Silence ». Rien que le sifflement de la radio et la tempête hurlant dehors. Sable sentit Beckett essayer encore et encore. Chaque tentative portant une fraction de tension supplémentaire. Il n'y eut aucune réponse. Une patrouille de 3 hommes avait disparu de la radio comme s'il n'avait jamais existé. Elle continua de descendre le couloir, ne voulant pas être surprise à écouter. Mais elle en avait assez entendu. 3 hommes disparaissant dans un blizzard pouvait être un accident. Ils pouvaient être bloqués quelque part, les radios endommagées par la météo. Mais Sable ne croyait pas aux coïncidences. Pas après tous les signes qu'elle avait remarqués tout au long de la journée. Elle retourna à l'aile médicale juste au moment où Marin Volkov distribuait les médicaments de nuit. La femme russe la regarda avec un regard interrogateur. « Où étais-tu? »« Vérifier les couloirs, » répondit Sable brièvement. « Grosse tempête. Je voulais m'assurer qu'aucune fenêtre n'était lâche. » Marin ne la pressa pas davantage, bien que ses yeux disaient qu'elle n'y croyait pas entièrement. Sable s'en fichait. Elle avait des choses plus importantes à craindre. 15 minutes plus tard, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Sable jeta un coup d'œil et vit Beckett Shaw passer avec 2 gardes, se dirigeant vers l'escalier menant à l'étage supérieur où Kai Sterling logeait. Son visage était pâle sous les lumières et sa main reposait instinctivement sur l'arme à son côté. Elle ne les suivit pas. Au lieu de cela, elle alla dans la chambre de Callahan. Le jeune homme était toujours éveillé, assis contre le mur, son expression tendue d'anxiété. « Qu'est-ce qui se passe? » dit-il, non pas comme une question. « J'ai vu Beckett courir à l'étage. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. » Sable ne répondit pas. Elle alla à la fenêtre et regarda dehors, mais ne vit rien au-delà du rideau blanc frénétique de neige. Quelque part là-bas, dans l'obscurité et la glace, 3 hommes avaient déperu, et elle avait le sentiment qu'ils n'étaient un peu simplement perdus. 10 minutes plus tard, les haut-parleurs internes du manoir crépitèrent. Ceci est une annonce de la direction. La voix de Beckett Shaw était toujours dure. Avec effet immédiat, le manoir Blackmore entre en confinement total. Tout le personnel non-sécurité doit rester à son emplacement actuel. Personne n'est autorisé à quitter sa zone de travail. Personne ne doit sortir pour quelque raison que ce soit. Ceci est un ordre direct de M. Sterling. Les haut-parleurs se turent, laissant un lourd silence derrière eux. Sable entendit Lana demander à Marin ce qui se passait, la voix de la jeune femme tremblante de peur. Elle entendit Cornelius fermer son livre, le premier signe qu'il montrait de se soucier du monde au-delà de ses pages. Elle entendit des pas rapides dans les couloirs, des portes se fermant, des serrures tournant. Le manoir se transformait en forteresse. Sable resta immobile dans la chambre de Callahan, son esprit s'emballant. Confinement signifiait une menace sérieuse. Cela signifiait que Kai Sterling et Beckett Shaw croyaient qu'une attaque était imminente ou déjà en cours. Cela signifiait que la patrouille manquante n'avait pas été perdue par le temps. Elle regarda Callahan. Il la regarda en retour. Ses yeux jeunes maintenant remplis de peur. « Tu sais quelque chose, murmura-t-il, n'est-ce pas? »« Je sais que la nuit va être longue, » répondit Sable calmement, bien que ses yeux balayaient déjà la pièce,
réévaluant tout. 2 fenêtres, une porte, le lit pouvait servir de couverture. L'armoire de chevet en bois massif pouvait devenir une arme si nécessaire. Restez où vous êtes, continua-t-elle. Si quelque chose arrive, roulez au sol et cachez-vous sous le lit. Comprenez-vous? Callahan hocha la tête, son visage vidé de couleur. Que penses-tu qu'il va se passer? Je ne sais pas, mentit Sable. Mais je me prépare toujours au pire. Elle quitta la chambre de Callahan et alla voir Lana et Cornelius, s'assurant qu'ils restaient en place, puis retourna au poste des infirmières où Marin était assise, la tension gravée sur son visage. Dehors, le blizzard continuait de hurler comme s'il essayait de déchirer le manoir. À l'intérieur, le silence était plus lourd que le vent. Un silence d'attente, de souffle retenu, du moment juste avant que la tempête ne se déclenche vraiment, et Sable Mercer, la petite infirmière avec un scalpel caché dans sa manche, savait que la vraie tempête n'était pas dehors. Elle venait de l'obscurité et elle apporterait du sang avec elle. À 23h30, Sable se tint seule dans la salle des fournitures et laissa les instincts de Night Wren prendre complètement le dessus. Elle détestait ça. Détestait la façon dont ses mains cherchaient automatiquement des armes sans que son esprit ne donne l'ordre. Détestait la façon dont ses yeux balayaient la pièce et voyaient non pas des médicaments ou des outils médicaux, mais des objets qui pouvaient être utilisés pour tuer. Détestait qu'après 5 ans à essayer d'enterrer la personne qu'elle était autrefois, il n'a suffi que d'un blizzard et de quelques signes de danger pour que tout remonte comme si cela n'avait jamais été enterré du tout. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas ce soir. Elle ouvrit le tiroir chirurgical et sortit 2 autres scalpels en plus de celui caché dans sa manche. Un, elle le glissa dans sa botte, la lame reposant le long de sa cheville, positionnée de sorte qu'elle puisse le dégainer en moins d'1 seconde. L'autre, elle le dissimula dans sa ceinture, au creux du dos, un endroit que personne ne penserait à vérifier en fouillant d'une petite infirmière inoffensive. 3 lames, pas assez pour faire face à une équipe d'assaut entièrement armée, mais assez pour créer une ouverture. Assez pour survivre assez longtemps pour trouver quelque chose de mieux. Elle sortit dans le couloir, se déplaçant lentement comme si elle effectuait des tâches de routine. Mais dans son esprit, une carte se redessinait avec une clarté terrifiante. L'aile médicale se trouvait sur le côté est du rez-de-chaussée du manoir. Il y avait 3 sorties. La porte principale menant au couloir central, une porte latérale menant vers la zone de la cuisine et la fenêtre de la salle des fournitures qui pouvait être brisée pour atteindre la cour arrière. De la cour à la forêt, il y avait d'environ 50 mètres de terrain découvert sans couverture si quelqu'un ouvrait le feu. Suicide si elle courait par là en étant poursuivie. Une meilleure option était de passer par la cuisine, de descendre au sous-sol où une sortie de secours menait à la zone du générateur. De là, il était possible de se déplacer le long de la clôture vers le portail de service ouest. Elle avait étudié le plan du manoir lors de sa première semaine de travail ici même, non par suspicion, mais par habitude. Le Covenant lui avait appris à toujours connaître sa sortie avant d'en avoir besoin. Sable s'arrêta à la fenêtre du couloir et regarda dehors. Les blizzards faisaient toujours rage, mais elle ne voyait plus les lampes de poche des patrouilles se déplacer comme elle l'avait fait plus tôt. Soit elles étaient rentrées, soit elles avaient été éliminées. Elle soupçonnait la seconde. Elle retourna au poste des infirmières et trouva Marin assise au bureau, les doigts crispés autour d'une tasse de café froid. La femme russe leva les yeux en entrant. « Tu sembles étrangement calme, » dit Marin, la suspicion dans la voix. « Tout le monde panique. Et toi, t'as l'air de faire une promenade dans un parc. »« Je ne trouve pas la panique utile, » répondit Sable en s'asseyant sur la chaise en face d'elle. « La panique fait faire des erreurs aux gens. » Marin la regarda longuement, le regard perçant de quelqu'un qui avait survécu à plus que sa part de choses terribles. « Tu n'es pas une infirmière ordinaire, n'est-ce pas? Je suis l'infirmière la plus ordinaire que tu aies jamais rencontrée. » Sable mentit d'un ton égal. « Je n'aime juste pas perdre le contrôle. » Marin ne répondit pas,
mais elle ne la croyait clairement pas. Sable s'en fichait. Après ce soir, elle serait soit morte, soit elle devrait disparaître à nouveau. Dans tous les cas, ce que Marin pensait d'elle n'avait plus d'importance. Elle ferma les yeux une seconde, forçant sa respiration à se stabiliser. Dans l'obscurité derrière ses paupières, des visages apparurent, 23 personnes qui étaient mortes de sa main. 23 vies qu'elle avait prises avant d'avoir 20 ans. Elle avait juré qu'elle ne tuerait plus jamais. Avait passé 5 ans à sauver des vies, essayant d'expier, essayant de devenir quelqu'un d'autre. Mais ce soir, assise ici avec 3 lames cachées sur son corps et un plan d'évasion traversant son esprit, elle savait que Night Wren n'était jamais vraiment morte. Elle n'avait fait que dormir, et maintenant elle se réveillait. Sable ouvrit les yeux et regarda vers la fenêtre où le blizzard continuait de hurler. Elle ne savait pas qui venait, ne savait pas ce qu'il voulait, ne savait pas à quel point ils étaient pour elle. Mais elle savait une chose avec une certitude absolue. S'il menaçait les gens à l'intérieur de ce manoir, les patients innocents dont elle avait pris soin au cours des 3 derniers mois, elle ferait ce qu'elle faisait le mieux, même si cela signifiait trahir toutes les promesses qu'elle s'était faites. À minuit, au moment exact où les aiguilles de l'horloge touchèrent 12, toutes les lumières du manoir Blackmore s'éteignirent d'un coup, non pas en vacillant puis en mourant comme une panne de courant ordinaire, mais instantanément, complètement, comme si quelqu'un avait coupé à la fois l'alimentation principale et les générateurs de secours d'un seul coup. L'obscurité tomba si vite que Sable sentit comme si un drap noir lui avait été jeté sur la tête. Elle entendait Marine crier à côté d'elle, le bruit d'une tasse de café se brisant sur le sol, des pas chaotiques quelque part dans le couloir. Puis vinrent les coups de feu. Pas un seul coup, de nombreuses rafales automatiques explosant depuis la direction du portail principal, déchirant la nuit et la tempête hurlante comme si l'enfer lui-même avait ouvert ses portes. Sable se déplaça immédiatement. Pas de pensée, pas d'hésitation, seulement l'instinct. Elle attrapa le bras de Marin et traîna la femme au sol juste au moment où du verre se brisait à l'autre bout du couloir. « Baisse-toi, dit doucement et sèchement. Ne bouge pas, ne fais pas un bruit. Marin trembla sous sa prise, mais obéit, s'allongeant à plat sur le sol froid. Sable rampa rapidement vers l'embrasure du poste des infirmières. Ses yeux commençaient déjà à s'adapter à l'obscurité. Une faible lumière de l'extérieur se reflétait sur la neige blanche filtrée par les fenêtres, assez pour qu'elle puisse voir des formes sombres se déplaçant au bout du couloir. 4, 5, peut-être 6 hommes. Formation tactique, armes automatiques. Des lampes de poche montées sur les armes coupaient l'obscurité comme les yeux affamés de bêtes. Des cris éclatèrent de l'étage supérieur. Des coups de feu répondirent de l'équipe de sécurité de Beckett. Plus de verres brisés. Des portes enfoncées à coups de pied. Le manoir se sentait comme un animal blessé se débattant dans ses derniers soubresauts. Sable rampa de nouveau dans le poste des infirmières, où Marin gisait toujours en tremblant sur le sol. Elle devait bouger, devait mettre le patient quelque part de plus sûr. Mais d'abord, elle devait savoir à quoi elle faisait face. Elle pressa son oreille contre le sol, écoutant les vibrations. Des pas lourds au rez-de-chaussée, au moins 2 groupes. Des pas plus légers dans l'escalier, montant au 2e étage, peut-être 3 ou 4 hommes. Des coups de feu concentrés dans la zone centrale où se trouvaient le grand salon et le bureau de Kai. Il chassait le boss. Bien sûr, il le faisait. Sable n'était pas surprise. Kai Sterling était la cible la plus précieuse dans ce manoir. Le tuer ou le capturer et les attaquants obtiendraient tout ce qu'ils voulaient. Mais cela signifiait aussi que l'aile médicale n'était pas la cible principale. Du moins pas encore. Elle avait le temps. Pas beaucoup, mais un peu. Marin, murmura-t-elle, écoutez-moi. J'ai besoin que vous rampiez jusqu'à la chambre de Cornelius et que vous y restiez avec lui. Ne sortez pour aucune raison. Comprenez-vous? Et vous? La voix de Marin trembla. Je vais vérifier les autres.
répondit Sable. Allez-y maintenant. Marin rampa dans l'obscurité, sa respiration lourde s'estompant. Sable attendit de ne plus l'entendre, puis bougea. Elle glissa le long du mur du couloir, pouce par pouce, vers les chambres de Callahan et Lana. Les coups de feu résonnaient toujours de l'aile centrale, mais ils s'amenuisaient. Non pas parce que le combat était terminé, mais parce qu'un côté perdait, et Sable savait que ce n'étaient pas les attaquants. Elle atteignit la chambre de Callahan en premier. Le jeune homme était allongé sur le sol comme elle l'avait instruit, son corps tremblant mais silencieux. « Bien, murmura-t-elle. Reste ici. Ne bouge pas avant que je ne revienne. » Elle n'attendit pas de réponse. Passant à la chambre de Lana. La jeune femme n'était pas par terre. Elle était recroquevillée dans un coin, serrant ses genoux, les yeux écarquillés dans l'obscurité. Quand elle vit Sable, Lana faillit crier, mais Sable lui serra la main sur la bouche à temps. « Silence !» Sable lui chuchota à l'oreille. « Tu fais pas un bruit. Il y a des méchants gens dans la maison. Tu comprends? » Lana hocha la tête, les larmes remplissant ses yeux. Sable desserra sa prise. « Tu restes ici avec moi. Ne bouge pas. Ne parle pas. Attends. » Lana hocha de nouveau la tête, s'accrochant au bras de Sable comme si c'était une bouée de sauvetage. Puis les coups de feu cessèrent complètement. Le silence s'abattit, soudain et plus terrifiant que les terres. Dans ce silence, Sable entendit des pas, de nombreux pas, se dirigeant vers l'aile médicale, et la voix d'un homme traversa l'obscurité, froide et triomphante. « Trouvez tout le monde dans ce manoir. Emmenez-les tous au grand salon. Quiconque résiste, abattez-le. » Sable resserra sa prise sur la main de Lana et se prépara au pire. Ils n'eurent pas le temps de résister. 2 attaquants vêtus de noir enfoncèrent la porte de la chambre de Lana quelques secondes seulement après que Sable eut entendu les pas. Un faisceau de lampes de poche frappa directement ses yeux, aveuglant et impitoyable. « Levez-vous !» Une voix masculine commanda. Main sur la tête. « Bougez !» Sable obéit immédiatement, tirant Lana avec elle. Elle garda la tête baissée, les épaules tremblantes, les mains jointes derrière la nuque avec la terreur parfaite d'une proie faible. Le scalpel caché dans sa manche resta à sa place. Personne ne pensa à fouiller une petite infirmière tremblante comme une feuille. Ils furent poussés dans le couloir où Marine et Cornelius avaient déjà été capturés. Puis Callahan fut traîné par 2 autres. Du sang suintait de sa blessure à l'épaule après le traitement brutal. Il serra les dents de douleur, mais ne cria pas. Ses yeux cherchaient Sable dans l'obscurité comme si elle était la seule chose solide qui restait. Le groupe fut conduit vers le grand salon au centre du manoir. En chemin, Sable vit ce qui restait du combat. 2 gardes du corps gisaient immobiles sur le sol, les sangs se répandant sous eux. Du verre brisé, des impacts de balles criblant les murs. L'odeur de poudre à canon mêlée de sang frais fit vomir Lana à côté d'elle, bien que la fille réussit à se retenir. Le grand salon avait été transformé en prison de fortune. 11 personnes furent forcées dans un coin. Des patients, du personnel médical, le cuisinier et plusieurs domestiques. Le docteur Aldous Crane gisait inconscient sur le sol, du sang coulant de son front comme s'il avait été frappé avec la crosse d'un fusil. Beckett Shaw était à genoux du côté opposé, les mains liées derrière le dos, le visage enflé et meurtri. Pourtant, ses yeux restaient perçants et brûlants de haine. Sable compta les ennemis dans la pièce. 9 hommes armés de mitraillettes et de pistolets répartis à des positions tactiques. Au moins 5 ou 6 autres patrouillant à l'extérieur ou aux autres étages. 15 au total, peut-être plus. Trop nombreux. Beaucoup trop nombreux pour une femme avec 3 scalpels. Puis le chef entra. Crosby Ashworth. Sable ne l'avait jamais rencontré, mais elle sut qui il était l'instant où elle vit sa façon de bouger. 42 ans, cheveux poivre et cils coupés courts, visage anguleux marqué par une longue cicatrice allant du coin de l'œil au menton. Il portait un lourd manteau noir,
des bottes militaires, et tenait un pistolet plaqué argent comme un bijou destiné à être montré. Mais ce qui attira le plus l'attention de Sable, ce furent ses yeux, froids comme la glace, absolument vides, les yeux d'un homme qui avait tué tant de gens qu'il ne pouvait plus se souvenir du compte. Il balaya les otages du regard sans intérêt ni pitié, comme s'il inspectait du bétail, en attente de l'abattoir. « Où est Kai Sterling? » demanda-t-il, sa voix basse et délibérée. Personne ne répondit. Crosby ne se mit pas en colère. Il sourit simplement, un sourire glaçant, et s'approcha de Beckett. « Le loyal chef de la sécurité, » dit-il, s'accroupissant au niveau des yeux de Beckett. « J'entends dire que vous mourriez pour Kai. Est-ce vrai ou juste une rumeur? » Beckett cracha une gorgée de salive sanglante au visage de Crosby. Ce fut sa réponse. Crosby s'essuya le visage avec sa manche, souriant toujours, puis dégaina son arme et tira directement dans le genou de Beckett. Le coup de feu retentit dans l'espace clos. Le rugissement de douleur de Beckett, le cri strident de Lana à côté de Sable, les pleurs et les supplications des autres otages. Sable resta parfaitement immobile, les yeux fixés sur Crosby, comptant sa respiration, observant la façon dont il tenait son arme, notant que la distance entre elle et lui était d'environ 8 mètres, trop loin pour une lame lancée. Mais si elle pouvait se rapprocher. « Je vais demander à nouveau, » dit Crosby en se levant et en se déplaçant au centre de la pièce. « Où est Kai Sterling? » Son regard balaya les otages et s'arrêta sur Cornelius. Le vieil homme était assis contre le mur, son visage ridé étrangement calme. « Tu sais, » dit Crosby, s'approchant et pressant l'arme sur la tête de Cornelius. « Tu es son chef comptable. Tu sais où il se cache. » Silence. Crosby resserra sa prise sur la gâchette, prêt à tirer. 10 secondes. Vous avez 10 secondes pour parler ou je vous mets une balle dans la tête et je passe au suivant. Sable sentit son corps se raidir. Elle ne pouvait pas laisser le vieil homme mourir. Ne pouvait laisser aucun d'entre eux mourir. Mais elle ne pouvait pas bouger seule contre 9 hommes armés, pas maintenant, pas sans une ouverture. Crosby commença à compter. 19, puis Sable resserra sa prise sur la main de Lana, maintenant la fille immobile. 7, 6, ses yeux balayèrent la pièce, cherchant tout ce qu'elle pouvait utiliser. 5, 4. Puis une voix coupa le silence. « Je suis là. » Kai Sterling sortit des ombres près de l'escalier. Les 2 mains levées, les yeux gris acier fixés froidement sur Crosby Ashworth. « Laissez-les tranquilles. C'est entre vous et moi. » Crosby Ashworth se retourna, le sourire cruel se répandant sur ses lèvres quand il vit Kai Sterling debout au pied de l'escalier. « Alors, tu as enfin décidé de te montrer, » dit-il avec une joie non dissimulée. « Je pensais que tu laisserais tes chiens mourir pour toi comme tu le fais toujours. » Case ne répondit pas. Il descendit les marches une par une, sans hâte, sa posture portant toujours l'arrogance d'un parrain, même en étant complètement désavantagé. Son épaule gauche restait bandée. Pourtant, il bougeait comme si la blessure n'existait pas. 2 des hommes armés de Crosby intervinrent d'un coup, poussant Kai vers le centre de la pièce et le forçant à s'agenouiller à côté de Beckett. Même à genoux, le regard gris acier de Kai resta froid et intrépide. Sable regardait du coin de la pièce, son cœur battant plus vite tandis que son visage gardait le masque parfait de la terreur. Elle calculait. Crosby avait Kai maintenant. Peut-être qu'il le prendrait et laisserait les otages derrière lui. Et peut-être qu'elle n'aurait pas à agir, peut-être que la nuit pourrait se terminer sans plus de sang. Mais elle savait que c'était un vœu pieux. Crosby Ashworth n'était pas le genre d'homme à laisser des témoins en vie, et puis la chose qu'elle craignait le plus se produisit. L'un des hommes armés commença à faire le tour de la pièce, vérifiant chaque otage. Il était plus jeune que les autres, environ 29 ans. Cheveux courts, visage anguleux avec une légère cicatrice au menton. Il se déplaçait avec les pas légers de quelqu'un de bien entraîné, ses yeux perçants comme des rasoirs. Fletcher Vienne.
Sable le reconnut instantanément, même après 5 ans. Ils s'étaient entraînés ensemble au Covenant. Même classe, même maître, mêmes années d'enfer. Fletcher avait 2 ans de plus, toujours deuxième après elle à chaque test, la regardant toujours avec un mélange d'envie et de désir. Il était rapide et impitoyable, mais jamais aussi bon que Night Wren. Sable baissa encore plus la tête, laissant ses cheveux tomber pour cacher une partie de son visage. Elle pria, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Pria que 5 ans et une apparence changée seraient insuffisants pour que Fletcher ne la reconnaisse pas. La prière resta sans réponse. Fletcher s'arrêta devant elle. Il baissa les yeux, d'abord juste un coup d'œil rapide comme avec les autres. Puis il se figea. Ses yeux s'écarquillèrent une seconde, puis se plissèrent, vifs et calculateurs. « Lève les yeux », ordonna-t-il doucement. Sable n'obéit pas, faisant semblant de trembler et de sangloter. Fletcher n'avait pas de patience. Il lui attrapa le menton et força sa tête à se lever, la faisant rencontrer son regard. À ce moment, chaque couche de déguisement devint insignifiante. Fletcher la regarda dans les yeux et vit ce qu'il avait vu des milliers de fois pendant l'entraînement. Non pas la peur de la proie, mais le calme létal d'un prédateur attendant le bon moment. « Night Wren », murmura-t-il assez bas pour que seuls eux puissent entendre. « Je n'arrive pas à y croire. Tu étais morte. Ils ont dit que tu étais morte. » Sable ne répondit pas. Elle le regarda seulement en retour d'un regard vide. À l'intérieur, tout s'effondrait. 5 ans de fuite. 5 ans à construire une nouvelle vie. Tout cela brisé par un seul regard. Fletcher laissa échapper un petit rire satisfait. Le son d'un homme qui venait de gagner le jackpot. Il lâcha son menton, mais ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il se pencha près de son oreille et murmura. « Le Covenant a mis un prix de 5 millions de dollars sur ta tête. » Sa voix était pleine de plaisir. « Pendant 5 ans, j'ai cru que personne ne le récolterait jamais. »« Qu'est-ce que tu vas faire? » demanda Sable, sa voix basse et plate. Night Wren se réveillait et elle n'avait plus la force de faire semblant. « Pas encore décidé, » répondit Fletcher. « Peut-être que je te livrerai et prendrai l'argent. Peut-être que je te garderai pour moi. » Il s'arrêta et se lécha les lèvres. « Tu as toujours été la seule chose que je voulais et que je n'ai jamais pu avoir. » Night Wren. Sable se sentit pas si mal, mais son visage resta impassible. Elle avait besoin de temps, avait besoin de Fletcher assez cupide pour garder ce secret pour lui. « Tu ne vas rien me dire d'autre, » Fletcher inclina la tête. « Pas de supplication, pas de menace. »« Je ne supplie pas, » dit Sable froidement. « Et je n'ai pas besoin de menacer. Si tu devais agir, tu l'aurais déjà fait. » Fletcher rit, court et amer. « Que penses-tu pouvoir faire? Seul contre 15 hommes. Tu es bonne, Night Wren, mais personne n'est si bon. » Sable ne répondit pas. Elle le regarda seulement avec les yeux. Le Covenant avait aiguisé pendant 10 ans. Des yeux sans peur, sans merci. Ne retenant rien d'autre que les calculs froids d'une machine à tuer, Fletcher frissonna un instant, puis se redressa et s'éloigna, faisant semblant que leur échange n'avait été rien de plus qu'une vérification de routine. Mais Sable savait qu'il ne garderait pas le secret longtemps. Il était trop cupide, trop désireux de faire ses preuves, trop désespéré de posséder ce qu'il ne pourrait jamais vraiment avoir. Elle avait au plus quelques minutes avant qu'il ne le dise à Crosby ou n'agisse de son propre chef. Quelques minutes pour trouver un moyen de sortir de cet enfer. Quelques minutes avant que Night Wren ne soit forcé de se réveiller complètement. Crosby Ashworth s'approcha de Kai Sterling, le pistolet plaqué argent balançant dans sa main comme un jouet. Il regarda le parrain, à genoux à ses pieds, avec un plaisir non dissimulé, comme un chat qui avait enfin attrapé la souris qu'il avait chassée pendant des années. « Le mot de passe du coffre, » dit-il lentement, « et les codes d'accès au système financier de l'Empire Sterling. C'est ce que je veux. » Kai leva les yeux gris acier toujours froids comme la glace malgré son impuissance totale. « Tu penses que je te les donnerai? » « Non. » Crosby sourit.
Je pense que tu les regarderas tous mourir jusqu'à ce que tu changes d'avis. Il se tourna vers les otages, son regard balayant leur visage tremblant, puis s'arrêtant sur Lana. La jeune femme se recroquevilla sous son regard, s'accrochant au bras de Sablé comme une enfant cherchant la protection de sa mère. Crosby s'avança, attrapa Lana par les cheveux et la traîna au centre de la pièce. Le cri de douleur de Lana résonna dans le silence. La fille d'un partenaire commercial, dit Crosby, pressant l'arme sur la tempe de Lana. J'entends que cette fille compte pour certaines personnes. Il regarda Kais. Vous avez 1 minute pour me donner le mot de passe. Chaque minute qui passe sans réponse, je tue une personne. En commençant par cette jolie fille. Sable resta immobile dans le coin, mais à l'intérieur d'elle, tout bougeait à une vitesse terrifiante. Elle compta de nouveau les ennemis. 9 hommes dans la pièce, y compris Crosby et Fletcher. 3 à la porte principale, 2 aux fenêtres, 2 circulant dans la pièce, Fletcher à environ 4 mètres d'elle, et Crosby au centre avec Lana. Les armes incluaient 8 mitraillettes et 4 pistolets. Crosby portait aussi un couteau à sa ceinture. Fletcher avait 2 armes, une à sa hanche droite et une à sa cheville gauche, exactement comme ils avaient été entraînés au Covenant. La meilleure position pour frapper était le coin sombre, près de la porte du couloir, où une grande armoire en bois pouvait servir de couverture. La distance de là où elle se tenait à cet endroit était d'environ 6 mètres. Si elle bougeait assez vite pendant une distraction, elle pourrait l'atteindre en 3 secondes. 1 minute, la voix de Crosby retentit alors qu'il commençait le compte à rebours. Sable regarda Kais. Le patron restait à genoux, le visage dénué d'émotion. Il n'avait aucune intention d'abandonner le mot de peace. Il était prêt à laisser des gens mourir plutôt que de céder son empire. 50 secondes. Le nana sanglota et supplia, sa voix brisant le silence de la pièce. « S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je ne sais rien. S'il vous plaît. » Crosby ne ressentit aucune pitié. Il jeta seulement un coup d'œil à sa montre et continua de compter. 40 secondes. Sable regarda Fletcher. Il la regardait, les yeux calculateurs. Il n'avait pas encore dit à Crosby qui elle était vraiment, pesant probablement ce qui lui serait le plus bénéfique. C'était son opportunité et aussi son plus grand risque. 30 secondes. Sable commença à bouger lentement, pouce par pouce, faisant semblant de reculer de Crosby par peur. Personne ne fit attention à une infirmière tremblante se recroquevillant dans un coin. Personne, sauf Fletcher. Il la regardait, les yeux plissés. Il savait qu'elle faisait quelque chose, mais il ne cria pas d'avertissement. Peut-être voulait-il voir ce qu'elle pouvait faire. Peut-être attendait-il qu'elle échoue pour avoir une excuse pour la prendre, 20 secondes. Sable était près de l'endroit où elle devait être. Le scalpel dans sa manche se réchauffait contre sa peau comme une chose vivante attendant d'être libérée. Crosby resserra sa prise sur l'arme, le doigt se posant sur la gâchette. Lana ne pouvait plus crier, ses yeux fermés comme si elle priait pour un miracle. 5 secondes. 4-3. Quel est le mot de passe, Sterling? 2. 1. Crosby haussa les épaules, son doigt commençant à presser la gâchette. Sable bougea avant que Crosby ne puisse appuyer sur la gâchette. Pas le mouvement d'une infirmière terrifiée, mais le déchaînement explosif d'un prédateur resté immobile trop longtemps. Le scalpel caché dans sa manche vola comme l'éclair, coupant l'air avec une précision forgée par des milliers d'heures d'entraînement. Il s'enfonça dans le poignet droit de Crosby, frappant le point exact où l'os et le tendon se rencontraient, le forçant à lâcher l'arme avec un hurlement de douleur. Lana s'effondra au sol alors que Crosby lâchait ses cheveux. Sable ne s'arrêta pas pour regarder. Elle était déjà en mouvement, le corps bas, tissant le motif en zigzag. Le Covenant l'avait gravé dans ses os quand elle était encore une enfant. L'homme armé le plus proche réagit une fraction trop lentement, juste assez pour qu'elle se glisse sous son tir et lui enfonce un coude dans la gorge. Il tomba en s'étouffant, et Sable lui arracha la mitraillette des mains dans le même mouvement. Son premier tir ne visait pas une personne.
Elle tira sur la seule lumière de secours encore allumée dans le coin de la pièce. La faible illumination aidant l'ennemi à voir. L'obscurité s'abattit comme un rideau noir. Et dans cette obscurité, Night Wren s'éveilla vraiment. Elle bougeait par mémoire musculaire sans avoir besoin de la vue. La position de chaque ennemi avait déjà été enregistrée. Son esprit calculait automatiquement leurs mouvements à travers l'obscurité. Le deuxième coup, l'homme à la fenêtre gauche tomba avec une balle dans la poitrine. Le troisième coup, l'homme à la fenêtre droite tenta de riposter, tirant à l'aveuglette tandis que Sable ne l'était pas. Il tomba avant de pouvoir appuyer sur la gâchette. Des cris éclatèrent dans toute la pièce, des otages criant, des ennemis se hurlant les uns aux autres dans l'obscurité. Crosby rugissant des ordres. « Trouvez Seth, tuez-la. » Mais il ne pouvait pas la trouver. Sable bougeait comme de la fumée, comme un fantôme, comme l'obscurité prenant forme humaine. Elle roula sur le sol, évitant une rafale de balles aveugles provenant de la porte principale, puis bondit derrière un homme armé paniqué, tournant en cercle, cherchant une cible. La deuxième lame de sa botte s'enfonça à la base de son crâne. Il tomba sans un bruit. 4. 5 restaient dans la pièce, sans compter Crosby et Fletcher. Sable ramassa un pistolet de l'homme tombé et continua de bouger. Elle ne pensait pas, elle ne ressentait pas. Il n'y avait que l'instinct, le réflexe et les règles que le Covenant avait gravées dans son esprit. Identifier, approcher, éliminer, bouger, répéter. Les 4e et 5e coups de feu retentirent presque ensemble. 2 hommes armés à la porte principale tombèrent, un abattu d'une balle dans la poitrine, l'autre d'une balle dans la tête. Il y avait commis l'erreur d'allumer les lampes de poche montées sur leurs armes pour la chercher, se transformant en cible lumineuse dans l'obscurité. 6, il en restait 3, plus Crosby et Fletcher. Sable roula à gauche, évitant de justesse une rafale de coups de feu de Fletcher. Il ne tirait pas à l'aveuglette comme les autres. Il avait été entraîné comme elle, savait comment combattre dans l'obscurité, comment se fier au son et à l'instinct au lieu de la vue. Il était la seule vraie menace dans la pièce. Night Wren. La voix de Fletcher coupa l'obscurité, en colère et exalté. « Alors, tu as enfin décidé de sortir. » « J'attendais ça depuis longtemps. » Sable ne répondit pas. Parler gaspillait de l'énergie. Parler révélait la position. Au lieu de cela, elle lança le pistolet vide vers la voix de Fletcher. Il tira par réflexe au son, et à cet instant, Sable était déjà ailleurs. Elle trouva les 2 derniers hommes armés recroquevillés dans un coin, tremblants et tirant sauvagement dans l'obscurité. Ce n'étaient pas des combattants, juste des criminels engagés pour des tâches simples. Ils n'étaient pas entraînés pour ça. Les 6e et 7e coups, les 2 tombèrent. 8. Seuls Crosby et Fletcher restaient. La voix de Crosby cria de quelque part près du centre de la pièce, paniquée et furieuse. Fletcher, tue cette maintenant, tue-la. Je paierai le double. Sable se dirigea vers Crosby, mais Fletcher la coupa. Il s'était adapté à l'obscurité, avait appris à la suivre au son. Une rafale de balles effleura son épaule, déchirant le tissu de son uniforme d'infirmière et laissant une ligne brûlante sur sa peau. Elle roula sur le côté et se cacha derrière un grand canapé. Et pour la première fois cette nuit-là, elle dut s'arrêter et respirer. Fletcher rampa plus près, les pas légers comme un chat. « Tu as toujours été meilleur que moi, murmura-t-il dans l'obscurité. Mais tu as arrêté il y a 5 ans, Night Wren. Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. » Sable resserra sa prise sur la dernière lame, celle cachée au creux de son dos. Elle écouta les pas de Fletcher, compta le rythme, calcula la distance. 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Elle bondit. Sable bondit et chargea directement Fletcher avec une vitesse à laquelle il ne put réagir à temps. La lame dans sa main balaya, visant le poignet tenant son arme. Fletcher esquiva,
mais juste assez pour que le tranchant tranche son avant-bras au lieu de son poignet. Il grogna de douleur, mais ne lâcha pas l'arme, balançant la crosse du pistolet vers sa tête. Sable s'accroupit, sentant le souffle d'air frôler ses cheveux, puis se tordit et donna un coup de pied dans son genou. Fletcher s'effondra sur une jambe, et à cet instant, elle enfonça la lame dans son épaule, frappant le point nerveux que le Covenant lui avait appris à un bras. Il lâcha l'arme. Sable la ramassa et recula, la pointant sur sa tête. Dans l'obscurité, elle ne pouvait pas voir clairement son visage. Mais elle entendit son rire amer et brut de douleur. « Toujours aussi bonne, dit-il, sa voix tendue. « Non, même meilleure. Je t'ai sous-estimé, Night Wren. » Sable ne répondit pas. Elle pressa la gâchette et Fletcher Vane, faucon du Covenant, tomba au sol avec une balle au centre du front. 9. Seul Crosby restait à l'étage dans la chambre forte, caché derrière un faux mur. Kai Sterling était assis devant des moniteurs de sécurité alimentés par batterie. Il n'avait pas vraiment été capturé. Il était sorti délibérément pour attirer l'attention de Crosby, gagnant du temps pour que les gardes restants sécurisent une code pièce. Et maintenant, il regardait tout à travers la lueur infrarouge des caméras. Il vit la petite infirmière se déplacer dans l'obscurité comme un fantôme. La vit abattre chaque ennemi avec une précision froide et terrifiante. La vit combattre l'homme qu'elle appelait Fletcher avec des compétences qu'aucune école de médecine sur Terre ne pourrait enseigner. Qui est-elle vraiment? Murmura Kais, les yeux ne quittant jamais l'écran. À côté de lui, Beckett Shaw avait été amené ici avant que Crosby ne puisse tirer un second coup. Un ascenseur d'urgence dissimulé intégré au sol près du centre du hall avait permis à l'équipe de sécurité loyale d'extraire leur chef blessé au moment où l'obscurité tombait. Son genou était grossièrement bandé, mais il était assez lucide pour regarder et comprendre ce qu'il voyait. « Je ne sais pas, » dit Beckett d'une voix rauque, « mais elle vient de nous sauver la vie à tous. » Kais ne dit rien, continua seulement de regarder. Sur l'écran, Sable se dirigeait vers Crosby Ashworth. Le seigneur du crime rival se traînait vers la porte. Sa main droite inutile, la lame toujours incrustée dans son poignet, le sang coulant sur le sol. Il paniquait, criant le nom de ses hommes, n'obtenant aucune réponse car ils étaient tous morts ou mourants. Sable s'approcha par derrière, les pas silencieux. Elle s'arrêta à environ 2 mètres. L'arme pointée directement sur son dos. « Retourne-toi, Est, dit-elle, sa voix froide comme la glace. Crosby se retourna, le visage tordu de douleur et de terreur. Dans la faible lumière des fenêtres, il la vit clairement pour la première fois depuis le début du combat. La petite infirmière qu'il avait repoussée sans un second regard, la fille qu'il avait cru n'être qu'un autre faible agneau parmi le troupeau. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que tu es, bon sang? »« Je suis la personne que tu n'aurais jamais dû toucher, » répondit Sable. Elle s'approcha et appuya son pied sur son poignet blessé. Crosby hurla, mais le son fut englouti par la tempête qui hurlait toujours dehors. Sur l'écran, Kai vit Sable se pencher et dire quelque chose à Crosby, trop près pour que les microphones de la caméra ne captent. Il vit Crosby hocher frénétiquement de la tête, suppliant, plaidant. Puis il vit Sable se redresser et tirer un seul coup dans l'épaule de Crosby. Pas sa tête, pas sa poitrine, juste l'épaule. Assez pour le laisser en vie, mais incapable de bouger. « Elle l'a laissé vivre, » dit Kais doucement, surpris. Sable recula, balayant la pièce du regard, jonchée de corps et de sang. Elle compta de nouveau. 9 ennemis abattus, y compris Fletcher. Crosby vivant, mais neutralisé. Les otages recroquevillés dans le coin, tremblants, mais pas gravement blessés. Lana sanglotant dans les bras de Marion. Cornelius appuyé contre le mur, calme comme s'il venait d'assister à un film au lieu d'un massacre. Le docteur Aldous Crane de nouveau éveillé, chancelant alors qu'il essayait de se lever. Sable laissa tomber l'arme. Elle heurta le sol avec un claquement métallique aigu qui résonna dans ce silence soudain après la tempête de violence.
Elle se tenait là, au milieu d'une pièce pleine d'hommes morts. Et pour la première fois depuis le début de l'attaque, elle se permit de regarder ce qu'elle avait fait. 9 personnes. Elle avait tué 9 personnes en moins de 5 minutes. Et cela avait été aussi facile que de respirer. À l'étage, Kai Sterling éteignit le moniteur et se leva. « Emmenez-moi là-bas », dit-il aux gardes restants. « Maintenant ». Kai Sterling entra dans le grand hall juste au moment où les lumières vacillaient et se rallumaient. Quelqu'un avait réussi à rétablir la ligne d'alimentation de secours, probablement l'équipe technique qui s'était cachée au sous-sol pendant toute l'attaque. Une lumière blanche froide inonda la pièce, exposant chaque détail de la dévastation que l'obscurité avait dissimulée. 9 corps gisaient éparpillés sur le sol, le sang se répandant en flaques rouges foncées sur le tapis pâle. Des douilles étincelaient partout comme des pièces mortelles. L'odeur de poudre à canon et de sang frais planait lourdement dans l'air, si lourde qu'on aurait presque pu la goûter. Et au centre de tout ce chaos se tenait Sable Mercer, parfaitement immobile, comme une statue. Elle ne se retourna pas quand elle entendit les pas de Kais. Elle ne réagit pas quand les gardes restants surgirent, les armes levées, cherchant tout ennemi encore en vie. Elle resta simplement là, fixant ses mains, des mains toujours tachées du sang des personnes qu'elle avait tuées. « Sécurisez la zone », ordonna Kais, sa voix basse et ferme. « Soignez Ashworth et emmenez-le au sous-sol. Je le veux vivant pour l'interroger. Balayez les environs pour quiconque d'autre. S'il y a des survivants, ramenez-les. » Les gardes se dispersèrent pour exécuter ses ordres. 2 d'entre eux traînaient en Crosby, le boss rival inconscient de la perte de sang, mais respirant toujours. Un autre groupe se précipita dehors où des coups de feu éparpillés résonnaient toujours alors qu'ils pourchassaient les attaquants essayant de fuir dans le blizzard. Le Dr. Aldous Crane tituba vers Beckett Shaw et commença à examiner les dégâts à son genou. Marin Volkov guida Lana et les autres otages hors de la pièce, loin de l'horreur. Cornelius se leva seul, brossa la poussière de sa veste, comme s'il venait d'assister à un concert ennuyeux, et s'éloigna sans un mot. Seuls Kai et Sable restèrent dans la pièce pleine de cadavres. Le boss de la mafia s'approcha d'elle lentement, chaque pas prudent, comme un homme s'approchant d'un animal sauvage blessé. Il s'arrêta à environ 2 mètres, assez près pour parler, assez loin pour ne pas l'encombrer. « Vous avez sauvé toute leur vie, dit-il son ton plat. » Sable ne répondit pas. Elle continua de fixer ses mains, les doigts minces tremblant légèrement. Le sang sur elle avait commencé à sécher, passant du rouge vif au brun foncé, un rappel silencieux de ce qu'elle avait fait. « Qui êtes-vous » demanda Kai, pas une infirmière. Pas avec de telles compétences, le silence s'étira entre eux. Dehors. Le blizzard hurlait toujours, mais le son semblait distant maintenant, irréel, comme s'il appartenait à un autre monde. Finalement, Sable leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent le regard gris-acier de Kai. Et à cet instant, il vit quelque chose qu'il n'avait pas attendu. Non pas le détachement froid d'une tueuse impitoyable. Non pas la fierté d'une guerrière victorieuse, mais de la douleur. Une douleur profonde, ancienne et absolument désespérée. « Je suis quelqu'un que j'ai juré de ne plus jamais redevenir, » dit-elle, sa voix se brisant. Puis elle se retourna et s'éloigna, laissant Kai Sterling seul dans une pièce pleine d'hommes morts, avec plus de questions que de réponses. Il ne l'arrêta pas. Il ne la rappela pas. Il la regarda seulement, sa petite silhouette disparaître dans l'obscurité du couloir, et se demanda comment une infirmière anonyme pouvait porter à la fois le paradis et l'enfer en elle au même moment. Sable ne savait pas où elle était allée avant que son dos ne frappe le mur froid au bout du couloir. Elle glissa et s'effondra sur le sol, les genoux ramenés à sa poitrine, les bras enlacés autour d'elle-même, comme si elle essayait d'empêcher son corps de se désagréger. Puis elle commença à trembler, non pas de froid, même si la température à l'intérieur du manoir avait fortement baissé depuis que les fenêtres avaient été brisées. Non pas de peur, même si elle avait fait face à la mort quelques minutes auparavant.
Elle tremblait de dégoût, dégoûtée d'elle-même, 9 personnes. Elle avait tué 9 personnes ce soir. En moins de 5 minutes, elle avait pris 9 vies comme si elles n'étaient rien de plus que des chiffres sur un tableau de score d'entraînement. Et la partie la plus terrifiante n'était pas ce qu'elle avait fait. C'était à quel point cela avait été facile. Elle n'avait pas hésité. Ses mains n'avaient pas tremblé. Pas une seule seconde. Quand l'instinct de Night Wren s'était réveillé, Sable Mercer avait complètement disparu, ne laissant que la machine à tuer que le Covenant avait créée. Les souvenirs affluèrent comme une marée. Elle ne pouvait pas s'arrêter. La sombre salle d'entraînement, l'odeur du sang et de la poudre à canon, la voix froide de l'instructeur. Bien fait, Night Wren. Parfait. Pas un instant d'hésitation. C'est pourquoi tu es mon meilleur oiseau. Elle se souvenait de sa première mission à 14 ans. La cible était un homme d'âge moyen, un homme d'affaires avec une femme et 2 enfants. Elle l'avait abattu alors qu'il prenait son petit déjeuner avec sa famille. Une balle nette à travers la fenêtre de la cuisine. Professionnelle, impeccable, sans laisser de traces. Elle se souvenait de ce qu'elle avait ressenti après. Rien, absolument rien. Comme si la partie humaine d'elle était morte bien avant qu'elle ne sache même qu'elle existait. Elle se souvenait des missions qui suivirent. 10, 20, chaque mort la même. Insignifiante, juste du travail. Elle était devenue exactement ce qu'il voulait qu'elle soit, une arme sans émotion, un instrument de mort parfait. 5 ans. Elle avait passé 5 ans à essayer de fuir cette personne. 5 ans à changer des pansements, à faire des injections, à prendre soin des malades, à essayer de sauver une vie pour chaque vie qu'elle avait prise. 5 ans à se dire qu'elle pouvait changer, qu'elle pouvait devenir quelqu'un d'autre, qu'elle pouvait expier des péchés qui ne pouvaient être défaits. Et il n'avait fallu qu'une seule nuit pour tout détruire. Des larmes commencèrent à tomber chaudes sur sa peau froide. Sable ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait pleuré. Peut-être quand elle avait 12 ans, sa première nuit au Covenant, quand elle était encore assez naïve pour croire que quelqu'un viendrait la sauver. Personne ne vint, et elle apprit que les larmes étaient inutiles. Mais maintenant, recroquevillée dans l'obscurité avec le sang de 9 personnes encore sur les mains, elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Elle pleurait pour les personnes qu'elle avait tuées ce soir, pour les 23 avant eux, pour l'enfant de 12 ans dont l'enfance avait été volée et remodelée en monstre, pour la femme de 27 ans qui avait tant essayé d'être bonne et avait pourtant échoué. Sable, la voix douce coupa ses pensées. Elle leva les yeux et vit Lana debout au bout du couloir. Ouais. Mais n'étant plus paralysée par la peur, la jeune femme s'approcha lentement, comme si elle s'approchait d'un animal blessé. « Ça va? » demanda Lana, sa voix tremblante. Sable voulut dire qu'elle allait bien, voulut dire à Lana de partir, voulut remettre de la distance entre elles comme elle l'avait fait ces 3 derniers mois. Mais elle n'avait plus la force de faire semblant. « Je viens de tuer 9 personnes, dit-elle d'une voix rauque. 9 personnes? Lana, avec mes mains et 3 scalpels, et je n'ai rien ressenti quand je l'ai fait. » Lana s'assit à côté d'elle sans peur, sans dégoût. Elle posa une main sur le bras de Sable, une chaleur douce dans la nuit glaciale. « Tu m'as sauvé la vie, » dit Lana doucement. « Tu as sauvé la vie de tout le monde. Si ce n'avait pas été toi, Crosby m'aurait tué, puis Cornelius, puis un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. » Sable secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Je suis un monstre, Lana. J'ai été entraîné à tuer des gens quand j'étais enfant. J'ai pris plus de vie que tu n'as vécu. Je ne mérite pas qu'on me regarde comme si j'étais une bonne personne. » Lana fut silencieuse un long moment, puis elle serra plus fort le bras de Sable. « Je ne sais pas ce que tu as fait dans le passé, dit-elle. Je ne sais pas qui tu étais avant de venir ici, mais je sais que pendant 3 mois, tu t'es occupé de moi chaque jour. Tu m'as lu des histoires quand je ne pouvais pas dormir. Tu as changé mes pansements si doucement que j'ai à peine ressenti de la douleur. Et ce soir, tu t'es tenu devant moi quand personne d'autre ne pouvait le faire. » Lana regarda Sable droit dans les yeux.
Les monstres ne font pas ces choses, Sable. Les monstres ne pleurent pas après avoir tué des gens. Les monstres ne se détestent pas pour ce qu'ils ont dû faire pour protéger les autres. Sable regarda la jeune femme, les larmes remplissant toujours ses yeux. Elle voulait croire ce que Lana disait, voulait croire qu'elle n'était pas un monstre, voulut croire que ces 5 années d'efforts n'avaient pas été complètement inutiles. Mais elle ne savait pas si elle pouvait y croire. Pas après ce soir. Tout ce qu'elle savait, c'était que pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un la regardait sans peur ni dégoût. Et cela, aussi petit que cela fut, était suffisant pour l'empêcher de tomber complètement dans l'abîme. 1 heure après le massacre, Beckett Shaw trouva Sable toujours assise dans le couloir avec Lana. Il boita plus près, sa jambe blessée grossièrement bandée et soutenue par une béquille. Pourtant, ses yeux étaient aussi perçants que jamais. « Le patron veut vous voir, » dit-il sèchement. « Son bureau au 2e étage. » Maintenant, Sable leva les yeux, des traces de larmes encore visibles sur son visage. Elle savait que ce moment arrivait. Elle savait qu'après ce qui s'était passé, Kai Sterling ne la laisserait pas seule tant qu'il n'aurait pas de réponse. Elle se leva, serra la main de Lana une dernière fois en un adieu silencieux et suivit Beckett. L'escalier menant au 2e étage était long et sombre, l'éclairage toujours instable après l'attaque. Sable monta lentement, non pas par peur, mais parce qu'elle essayait de décider ce qu'elle dirait. Mentir. Elle avait menti pendant 5 ans, mais après ce soir, tout mensonge serait inutile. Dire la vérité. La vérité pouvait la tuer plus vite que n'importe quelle balle. Le bureau de Kai se trouvait au bout du couloir du 2e étage derrière une épaisse porte en chêne. Beckett frappa, attendit la voix à l'intérieur, puis lui ouvrit. Il n'entra pas derrière elle, se contenta de fermer la porte derrière elle et de disparaître. La pièce était plus grande que Sable ne l'avait imaginé. Avec de hauts plafonds, des murs lambrassés sombres et une immense fenêtre vitrée donnant sur la forêt, engloutie par le blizzard. Kai Sterling se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers elle, un verre de liqueur ambré à la main. Il avait troqué son costume taché de sang pour une chemise noire et un pantalon foncé, bien que son épaule gauche soit toujours bandée sous le tissu. « Fermez la porte, » dit-il sans se retourner. « Asseyez-vous. » Sable ne s'assit pas. Elle resta debout au milieu de la pièce, gardant ses distances avec Kai et la porte, une vieille habitude qu'elle ne pouvait briser. Le silence s'étira. Kai continua de regarder par la fenêtre comme s'il pesait quelque chose. Puis il se retourna finalement. Ses yeux gris acier rencontrèrent les yeux bruns de Sable, et dans ce regard, elle ne vit pas de colère ou de menace. Elle vit de la curiosité, profonde et implacable. « Night Wren, » dit-il doucement, « c'était votre nom de code au Covenant, n'est-ce que pas? » Sable se raidit. Elle s'était préparée à de nombreux scénarios, mais pas à celui-ci, pas à ce qu'il sache. Il continua comme s'il n'avait pas besoin de sa réponse. Le Covenant, l'organisation qui achetait des enfants orphelins et les transformait en assassins. Il donnait à chaque enfant un nom de code d'oiseau, les entraînait dès leur plus jeune âge et vendait leurs services à quiconque payait assez. Il s'approcha, s'arrêtant à environ 2 mètres d'elle. « Je les connais parce que j'ai été leur cible. Il y a 10 ans, ils ont envoyé un oiseau pour me tuer. Une jeune fille, peut-être 16 ou 17 ans, avec des yeux comme la glace et des mains qui ne tremblaient pas quand elle tenait d'une arme. Le sang quitta le visage de Sable. Elle se souvenait de cette mission, se souvenait du visage de la cible dans ce dossier, se souvenait que le travail avait été annulé à la dernière minute pour des raisons qu'on ne lui avait jamais dites. Elle a échoué, continua Kais, non pas parce qu'elle n'était pas assez bonne, mais parce que quelqu'un de mon organisation a trahi ma localisation au Covenant. Et quand je l'ai découvert, j'ai bougé avant qu'elle ne puisse agir. Il inclina la tête, étudiant Sable. Ce n'était pas vous, n'est-ce que pas? Cette fille était Sparrow, pas Night Wren. Sable déglutit, la gorge sèche. Sparrow était ma sœur d'entraînement, dit-elle finalement.
Elle est morte de silence ferait cette mission. Le Covenant l'a éliminée pour trop d'échecs. Kais hocha lentement la tête, comme si cela ne le surprenait pas. Alors, vous êtes Night Wren, le meilleur oiseau du Covenant. D'après ce que j'ai entendu, disparu il y a 5 ans après avoir tué votre propre recruteur. Ils ont mis un prix de 5 millions de dollars sur votre tête. Il fait d'une pause. Et ce soir, vous avez tué 9 personnes pour protéger des gens à qui vous ne deviez rien. Pourquoi? Sable fut silencieuse un long moment, pesant sa réponse. Puis elle choisit la vérité. Non pas parce qu'elle faisait confiance à Kais, mais parce qu'elle était trop fatiguée pour mentir. Parce que je ne veux plus voir des innocents mourir, dit-elle doucement. Parce que pendant 5 ans, j'ai essayé d'expier les vies que j'ai prises en sauvant d'autres vies. Parce que Lana a 23 ans et ne mérite pas de mourir juste parce que son père est lié à la pègre. Elle rencontra le regard de Kais sans cligner des yeux ni reculer. Et parce que même si je déteste ce que j'ai fait ce soir, je le referais si je devais choisir entre les laisser mourir et redevenir un monstre. Je choisis d'être le monstre. Un lourd silence remplit la pièce. Dehors, le blizzard hurlait toujours, mais il semblait appartenir à un autre monde. Kais l'étudia longuement, ses yeux gris ne laissant rien transparaître. Puis il fit quelque chose que Sable n'aurait jamais attendu. Il sourit, non pas un sourire froid ou moqueur, mais un petit sourire, presque triste, comme s'il avait vu quelque chose de douloureusement familier. « Vous savez, Sable Mercer, dit-il plus doucement, c'est la première réponse que j'entends depuis très longtemps qui n'était pas un mensonge. » Kais posa son verre sur le bureau et s'approcha de Sable, ses yeux gris acier ne la quittant pas une seule seconde. Il s'arrêta à moins d'1 mètre, assez près pour qu'elle puisse voir la fatigue gravée sur ses traits. Les marques d'un homme qui avait porté trop de choses à travers une nuit interminable. « Après ce soir, vous ne pouvez plus disparaître, dit-il, sa voix basse mais non menaçante. Fletcher vous a reconnu, ce qui signifie que le Covenant saura bientôt que vous étiez ici. Crosby est toujours en vie, et il parlera à quiconque le paiera. Vous avez été exposé, Sable Mercer. La pègre saura que Night Wren est toujours en vie, et ils viendront vous chercher. » Sable savait qu'il avait raison. Elle le savait depuis le moment où elle avait laissé tomber l'arme sur le sol. 5 ans de fuite, 5 ans à construire une nouvelle vie. Tout cela s'était terminé en une seule nuit de blizzard. Elle n'avait plus nulle part où aller, plus d'identité derrière laquelle se cacher, plus d'obscurité assez profonde pour la protéger de ceux qui la chassaient. « Alors, qu'offrez-vous » demanda-t-elle, sa voix calme, même si tout en elle bouillonnait. Kais fut silencieux un instant, comme s'il pesait chaque mot. « Restez ici. Travaillez pour moi. » Sable leva un sourcil. « En tant qu'assassin, faites ce que vous voulez, » répondit Kais. « Si vous voulez continuer à être infirmière, alors soyez infirmière. Si vous voulez protéger les gens de cette manière comme vous l'avez fait ce soir, alors protégez-les. Je n'ai pas besoin d'une autre arme, Sable. J'en ai plus qu'assez. Alors de quoi l'avez-vous besoin? Demanda-t-elle. Il l'étudia longuement avant de répondre. J'ai besoin de quelqu'un à qui je peux faire confiance pour ne pas me trahir. Ce soir, vous auriez pu fuir. Vous auriez pu nous laisser mourir. Vous auriez pu me troquer contre votre liberté avec Crosby ou le Covenant. Mais vous êtes restés. Vous vous êtes battus pour des gens à qui vous ne deviez rien. Des gens que vous connaissiez à peine. Sa voix s'adoucit. C'est quelque chose que je ne peux pas acheter avec de l'argent. Sable sentit quelque chose d'inhabituel monter dans sa poitrine. Quelque chose comme un espoir qu'elle n'osait pas nommer. Elle avait vécu trop longtemps dans l'obscurité pour croire aux promesses, avait vu trop de trahisons pour faire confiance à la gentillesse. Mais une partie d'elle, une partie qu'elle avait crue morte depuis longtemps, voulut croire l'homme qui se tenait devant elle. « J'ai des conditions, » dit-elle après un moment. Kais hocha la tête, attendant. « Je ne tue pas, à moins qu'il n'y ait pas d'autre choix. Je ne fais pas le sale boulot. Je ne deviens pas ce que le Covenant a fait de moi. Je travaille comme infirmière et je protège les gens ici, rien de plus. » « D'accord.
Et une dernière chose, elle rencontra son regard, sa voix dure comme l'acier. Vous n'utilisez pas mon passé pour me contrôler. Vous ne menacez pas de me livrer au Covenant. Vous ne m'utilisez pas comme un outil. Si je reste une personne libre, pas un oiseau en cage. Kais fut silencieux un instant, et Sable se demanda si elle n'était pas allée trop loin. Personne ne donnait de conditions au chef de l'Empire Sterling. Personne n'osait exiger quoi que ce soit de l'homme que toute la pègre de la côte Est craignait. Puis il hocha la tête lentement et avec certitude. D'accord, mais j'ai une condition de mon côté. Quelle est-elle? Quand le danger vient, vous ne fuyez pas. Vous vous battez à mes côtés. Sable y réfléchit brièvement. Ce n'était pas déraisonnable. Il lui offrait un abri, une protection, une nouvelle vie. En retour, il voulait savoir qu'elle serait à ses côtés quand la tempête frapperait. « D'accord, dit-elle. » Ils se regardèrent en silence. Et à ce moment, un accord tacite se forma entre eux. Pas un contrat sur papier, pas un serment de sang comme d'autres syndicats utilisaient, juste deux personnes blessées, choisissant de se faire confiance dans un monde où la confiance n'avait pas sa place. Kais se dirigea vers la fenêtre et regarda le blizzard qui commençait à se calmer. « L'aube viendra dans quelques heures, dit-il, et quand elle viendra, le monde saura que Crosby Ashworth a échoué. Ils poseront des questions. Ils voudront savoir qui l'a vaincu. Que dois-je leur dire à votre sujet? » Sable se plaça à côté de lui, fixant le blanc infini. « Dites-leur que je suis infirmière, dit-elle. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. » Kais la regarda, quelque chose vacillant dans ses yeux gris. Peut-être du respect, peut-être quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. « D'accord, dit-il, une infirmière, juste une infirmière. » Dehors, le blizzard avait cessé de hurler. Les derniers flocons de neige tombaient doucement au sol, couvrant tout d'un voile blanc pur, comme s'il essayait d'effacer ce qui s'était passé pendant la nuit. Et Sable Mercer, la petite infirmière silencieuse au passé taché de sang et à l'avenir incertain, se tenait à côté du plus froid des parrains de la mafia de la côte Est, regardant la première lumière de l'aube se lever sur les montagnes enneigées. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Elle ne savait pas si elle pouvait vraiment faire confiance à Kais Sterling. Elle ne savait pas si le Covenant la retrouverait. Mais pour la première fois en 5 ans, elle ne fuyait pas. Pour la première fois, elle choisissait de rester et d'affronter ce qui allait venir. Peut-être était-ce le début de quelque chose de nouveau. Peut-être pas. Mais de toute façon, elle ne serait plus seule. Et pour quelqu'un qui avait vécu la moitié de sa vie dans l'obscurité, cela seul semblait un miracle. L'histoire se termine ici, mais ce qu'elle laisse derrière elle continue de résonner. Ceci est une histoire de rédemption et de pardon. Sur comment, peu importe à quel point le passé est sombre, nous avons toujours le droit de choisir de devenir meilleurs. Sable Mercer a été transformée en âme enfant, mais elle a refusé de laisser cela la définir pour toujours. Elle a choisi de sauver des vies au lieu d'en prendre, de guérir au lieu de détruire. Et quand elle a été forcée d'utiliser ses anciennes compétences, elle les a utilisées pour protéger les innocents plutôt que de servir le mal. Dans la vraie vie, aucun de nous ne porte un passé aussi horrible que celui de Sable. Mais chacun porte des blessures, des erreurs et des regrets. La leçon ici est qu'il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour choisir le bon chemin. Et parfois, les compétences que nous croyons être des malédictions deviennent des bénédictions lorsqu'elles sont utilisées pour quelque chose de plus grand. Si cette histoire vous a touché le cœur, veuillez aimer et partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent entendre son message. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes et inspirantes chaque jour. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Si vous étiez à la place de Sable, que choisiriez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce qui est dans votre cœur. Nous voulons vraiment entendre vos pensées. Souhaitant à tous ceux qui regardent cette vidéo bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Mais dans les prochaines